C'est quoi votre fonction, votre métier? Alors en deux mots, moi j'ai été chef d'entreprise pendant une trentaine d'années, enfin 28 ans à peu près. Et donc j'ai créé une quinzaine d'entreprises dans ma vie, alors, distribution de mobilier de bureau, etc. Mais j'ai toujours été passionné de ressources humaines depuis l'âge de 25 ans. Et j'ai fait énormément de développement personnel, j'ai introduit toutes ces connaissances dans mes entreprises. Et depuis 22 ans, je connais Jacques Fradin, que je soutiens financièrement. C'est moi qui finance toute la recherche. Hein. Donc, vous êtes un mécène. Vous êtes un mécène. Absolument. Et suite à ce travail, si vous voulez, maintenant, comme je suis libre de mes entreprises, je consacre tout mon temps au développement de ces connaissances-là. Voilà. Vous êtes un passionné alors? Ah oui, là, on peut le dire, oui. J'ai du plaisir et du bonheur. Alors justement, le bonheur, voilà. On y vient. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Voilà. Alors, je voudrais d'abord faire la distinction entre plaisir et bonheur. Hein. Le plaisir est quelque chose qu'on éprouve, qui crée une émotion en soi, hein, qui vient de plusieurs compréhensions du cerveau, entre autres, de ce qui s'y passe. Parce que ce qui peut me faire à moi du plaisir peut laisser un autre indifférent. Donc chacun a des zones de plaisir, je dirais des fenêtres du plaisir. Et donc ça se crée biologiquement dans les territoires du cerveau. Et donc là, je pourrais expliquer tout ça. Alors que le bonheur est plus, va plus loin que le plaisir. Pour moi, le bonheur, c'est des sentiments. Les sentiments, c'est des sentiments qui sont construits. Ce n'est pas du plaisir éphémère, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps à partir d'éléments qu'on bâtit en soi et qui sont le fruit de choix. Hein, le choix de désir, de bien, d'amour. Donc tout ce qui permet vraiment à l'être de se retrouver lui-même et en fait de grandir. Hein, parce que je prends souvent cette image-là. On est dans le ventre de notre mère, on ne voit rien, et puis pendant 9 mois on grandit, et puis on sort du ventre de la mère, et donc on rentre dans l'existence. Et l'existence et la terre, pendant les 90 ans, 120 ans qu'on vit sur la terre, c'est une nouvelle matrice duquel un jour on partira. Hein, et cette matrice-là, on doit se construire. On doit construire son être, on doit construire son être profond, son identité. Hein, alors qu'au fond, l'existence, elle nous a été donnée, on ne l'a pas choisie, mais la vie, c'est une chose à choisir. Et donc, pour moi, le bonheur, c'est le fruit de ce dialogue avec l'être en soi. Ça, c'est vraiment pour moi le bonheur. Et c'est quelque chose de très sensible parce que mais il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter l'être en soi et être tout le temps à l'écoute. Alors on ne le fait pas tout le temps, mais c'est une quête, hein, c'est une quête du bonheur. Mais qu'est-ce qu'on écoute? On écoute cette voix intérieure. Les uns appelleront ça la petite voix, d'autres appelleront ça Dieu, d'autres appelleront ça l'énergie vitale. Le petit diable et sur les chaque épaule, là, vous savez, le petit diablotin. Comment on sait que notre petite voix nous mène dans le bon sens? Eh bien, la petite voix, ça s'exerce. Alors, la vraie petite voix de la conscience, elle est intéressante lorsqu'elle est pure, hein, lorsqu'elle n'est pas entachée de croyances, de préjugés, d'idées, de tout ce que la société nous a fabriqué. Parce que là, on rentrera dans la compréhension des territoires du cerveau qui explique tout ça aujourd'hui. Hein. Ah bon? Oh là là, voilà. Moi je veux en savoir plus. Voilà. Alors maintenant, vous avez fait la distinction entre bonheur et plaisir. Oui. Le plaisir. Alors, le plaisir, donc,
puisque je m'occupe moi de l'Institut du neurocognitivisme, qui est en fait un institut qui est né de 25 années de recherche en neurosciences, en biologie, en sciences comportementales, cognitives, anthropologie et éthologie. Le fruit de ces recherches, avec tous les chercheurs qui nous entourent, nous entraîne petit à petit à bien concevoir et comprendre ce qui se passe dans le cerveau, comment se construit notre cerveau, qui en fait est le centre de décision de nos comportements, de nos pensées, tout se passe dans le cerveau. Mais c'est le fruit de quoi? C'est le fruit d'abord un peu de génétique, forcément, il y a toujours 10 à 15% de génétique, et puis il y a le fruit de l'épigénétique, ce qui s'est passé un peu après la naissance, qui crée entre autres des plaisirs profonds et durables et inconditionnels jusqu'en fin de vie, et je vais expliquer ce que c'est. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les plaisirs nés des conditionnements culturels, environnementaux, familiaux, apprentissage. Donc, et il faut faire une grande distinction entre tous ces plaisirs, parce que les uns sont durables et sont des moteurs profonds de notre personnalité, de notre joie d'exister, etc. Et d'autres peuvent nous amener sur, des voies sans issue. Alors, je m'explique. Les motivations profondes qu'on a en soi et qui donnent vraiment du plaisir, on peut les reconnaître un signe très distinctif. C'est que lorsque on est sur ces motivations profondes, d'abord on sent le plaisir, on le sent vraiment, on a des étoiles dans les yeux, comme on dirait, et on peut les reconnaître parce que lorsqu'on vit nos motivations profondes et ce plaisir profond, eh bien, en fait, ce qu'on aime, c'est le process, c'est faire la chose. Mais le résultat n'a pas d'importance. C'est-à-dire que le résultat, si on ne l'a pas, c'est pas très grave, on recommencera. Et donc, on va avoir une forme de persévérance dans la chose qu'on aime, même s'il n'y a pas de résultat, puisque c'est le process qu'on aime. Et c'est à la grande différence des motivations qui viennent après l'épigénétique, à partir d'1 an, 2 ans, enfin bon, pendant toute l'éducation, on est imprégné de culture environnante qui nous dit ça c'est bien, il faut vouloir ça, voilà, il faut ça, il faut ça. Et alors, en fait, tout jeune, on n'a pas encore un esprit critique et on pense que c'est vrai. Et donc, on prend ça comme conditionnement propre et ces conditionnements créent en nous des motivations conditionnelles. C'est-à-dire que ce sont des motivations qui sont des moteurs, qui nous aident dans la vie, mais qui ont toujours pour objectif quelque part un résultat. Et lorsque le résultat n'est pas au rendez-vous au fil du temps, on finit par, si vous voulez, cette motivation-là, ces plaisirs-là se dégradent. Et ce sont des choses qu'on finit par en fait laisser tomber. Et alors, en soi, ce n'est pas très grave. Ce qui devient vraiment problématique, c'est lorsque quelqu'un mise tout sur ses motivations conditionnelles et oublie ou renie même les conditions, les plaisirs inconditionnels. Je vais prendre un exemple. Oui. Si je suis né dans une famille de compétiteurs, de gens qui disent « ouais, il faut être le premier, il faut gagner, il faut être bon, il faut réussir, etc. » Bon. C'est un type de tempérament ou de plaisir que certaines personnes ont en épigénétique, ça fait partie d'eux-mêmes. Mais si moi, c'est un conditionnement familial, alors que ma nature profonde est plutôt d'être philosophe, de prendre mon temps pour réfléchir, pour aimer jouer du temps présent, mais voilà, sans être particulièrement intéressé par la vitesse, eh bien, je pourrais, à force d'être imbibé de cette notion de compétition, renier ma propre nature et dire oh, c'est beaucoup trop lent, c'est pas assez rapide, il faut faire ça plus vite, etc. Et d'ailleurs, rien que la façon dont je le dis, ça veut dire que quelque part je renie une motivation profonde en moi. Et je vais tout axer sur la compétition, etc. Si je vais d'échec en échec, je vais à un certain moment vraiment amenuiser toutes mes ressources, puisque comme j'attends du résultat et que je n'en ai pas, je n'ai plus rien d'autre. Alors qu'à côté de ça, j'ai un trésor en moi, c'est le plaisir, je dirais,
inconditionnel, qui est ma vraie nature, qui est mon tempérament, alors que le reste c'est plutôt mon caractère, eh bien je risque à terme tout simplement de ne pas vivre mon existence. Comment je reconnais justement ces plaisirs épigénétiques chez moi? Voilà. Alors, comment on reconnaît ça? C'est une forme d'attention qu'on doit avoir en soi. Bon, bien sûr, il y en a qui le savent, il y en a qui disent oui, moi quand je fais ça, ça me fait vraiment plaisir. Je fais de la cuisine, j'adore passer 3 heures pour faire un plat, et s'il est raté, c'est pas très grave, je recommence. Ça c'est vraiment le langage du plaisir profond. Comment on peut le reconnaître en soi? Alors, c'est de se poser honnêtement la question. Tiens, au fond, ce que je donne souvent comme exemple aux gens qui veulent le savoir, je dis écoutez, faites une liste de tout ce qui vous motive. Alors 10, 15, dans tous les domaines, dans l'étude, dans les hobbies, familial, affectif, peu importe, tout ce qui vous motive. Et puis vous faites 3 colonnes, ou même 4. Vous pouvez dire la première colonne, c'est quand je fais cela, même si j'ai un échec, eh bien ça ne me dérange pas, je recommence. Ça fait partie des vrais plaisirs. Puis une deuxième colonne, ce serait, je fais la chose parce que je trouve que c'est une valeur que je respecte, que j'aime faire grandir en moi. Mais bon, ce qui compte, c'est le résultat. Une fois que c'est fait, on peut passer à autre chose. Oui, d'accord. Et puis vous avez une troisième colonne où vous pouvez dire, tiens, ça sont les plaisirs qui sont dans ma tête. J'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, mais en fait, on ne fait jamais rien pour l'avoir. Oui, c'est ce qu'on appelle les motivations velléitaires. Ce sont les idées qu'on a. Et puis vous avez une quatrième colonne qui est, au fond, c'est l'antipode de la chose que je n'aime pas. Par exemple, j'ai horreur du désordre. J'ai horreur de la compétition. J'ai horreur de la lenteur. Et là, ce sont des motivations qui sont basées sur des antivaleurs. Et ça demande énormément de ressources et d'énergie, et ça vous épuise. Parce qu'en fait, en ayant horreur de quelque chose, eh bien en fait, on va directement on va devenir soi-même la chose qu'on n'aime pas. Je m'explique. Oh là là. Admettons que j'ai horreur de l'injustice, ou j'ai horreur de l'irrespect. J'ai horreur de l'irrespect. Dès l'instant où je vais le sentir et le voir devant moi, eh bien je vais avoir des réactions de stress, soit de lutte, je vais devenir agressif, soit de fuite et je vais m'en aller parce que... soit je vais râler. Ça me fait peur. Ou alors je vais complètement m'inhiber, je vais rentrer dans la démotivation, c'est pas possible ce monde qui est comme ça. Mais en fait, en ayant au fond de moi l'horreur de l'irrespect, je vais rentrer dans un stress qui va m'empêcher d'être moi-même et de réagir de façon naturelle, positive, intelligente face à l'irrespect pour parler de façon claire, nette, simple pour être entendu. Et donc je deviens moi-même irrespectueux de l'irrespect parce que je ne parviens pas à le changer. Vous avez pris un bon exemple. Moi, je m'arrache les cheveux sur la route. Je pense que les automobilistes, les gens qui font du vélo et les piétons sont irrespectueux. C'est mon truc dans la vie, c'est de râler après tout ça. Donc, ok. Ça va me faire progresser, c'est ça. Oui, faut que ça me... Je vais vous donner un moyen pour vous guérir de ça. Ah, génial, merci. Voilà, vous guérir de ça. Alors, à partir du moment où vous vivez une situation d'irrespect, vous allez stresser, ça va vous énerver ou autre, eh bien, pour vous guérir de ça sur le plan des neurones et changer vos circuits neuronaux pour arrêter sans vous, vous allez vous dire, tiens, d'abord vous allez bien sûr un peu vous énerver au début, et puis essayez de trouver 3 avantages à cette situation. Ça va être dur. Apparemment, c'est dur. Je vais trouver. En effet, c'est dur parce que 3 avantages à quelque chose qu'on n'aime pas, on n'a jamais pensé à ça. Ça ne fait pas partie de notre bibliothèque, de nos compétences, de notre limbique, si on peut dire, dans le terme médical, dans ce territoire des automatismes. Et donc, en demandant de trouver 3 avantages à quelque chose auquel on n'a jamais pensé,
ça vous oblige à passer en mode adaptatif, c'est-à-dire que vous allez en fait utiliser votre cerveau adaptatif, créatif, innovant, votre spiritualité pour en fait trouver en effet des avantages à les respecter. Il va me falloir quelques mois. Je reviendrai vous voir, mais je vais chercher. Mais que le gars qui traverse au rouge, oui. Je trouve un avantage, il va falloir que je m'exerce longtemps. Est-ce que tout n'est pas prédéterminé par ce qui se passe en nous chimiquement presque? Est-ce que... ouais. Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est quoi ces sérotonines et ces dopamines et ces... Écoutez, pour ce que j'en sais, je ne suis pas scientifique, mais disons que je suis quand même trempé dans la chose depuis 22 ans. Et parlons très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Il est évident qu'un corps, nous naissons avec une partie génétique, allons dire entre 10 et 15%. Puis le reste va se former en nous en fonction des circonstances, des émotions, des vécus, des apprentissages, des conditionnements. Ça, c'est une réalité. Et donc, va se former en nous, en fait, si vous voulez, une espèce de... Oui, moi j'appelle ça, pour être simple, une bibliothèque de connaissances, de compétences, d'apprentissage, mais dans lesquelles il y a aussi des virus, des livres à l'index, des choses qui ne sont pas tout à fait orthodoxes pour vivre heureux. Et alors, vous parlez de détermination. Alors, on pourrait dire que l'humain, quelque part, il a aussi beaucoup d'animal. On a un territoire reptilien, paléolimbique, limbique, tout ça est très animal. Et donc, on peut en rester là. On peut rester une créature qui existe et voilà, qui fait ce qu'elle a envie de faire et qui vit dans les aléas de l'existence avec des bonnes choses, enfin des plaisirs et des déplaisirs. Ça, on peut en rester là. Alors, on pourrait dire, tiens, quelque part, on est dans le déterminisme de loi de la création comme les animaux. On pourrait en rester là. Toutefois, on a quand même un territoire préfrontal qui est quand même assez unique à l'humain, puisqu'il est fort développé, et qui en fait est ce territoire qui peut sortir, qui peut aller out of the box, si vous voulez, qui peut sortir de cet état de créature pour devenir créateur, pour innover, pour créer, pour faire de la méditation, pour découvrir l'inconnu au fond. On a un territoire qui nous permet de nous adapter à l'inconnu. Et ça, c'est très passionnant, puisqu'au fond, c'est là qu'on sort de l'état animal et qu'on peut devenir humain. Et en fait, alors là, c'est plus du tout du déterminisme, ça c'est du choix individuel. Alors on pourrait dire, oui, mais le choix individuel est impossible parce qu'il y a un déterminisme derrière. Oui et non, on pourrait le croire, mais en fait, la notion du choix, la notion de liberté, pour moi, elle s'inscrit profondément dans ce passage qu'on peut avoir pour dire, tiens, mais qui suis-je, quelles sont mes possibilités en tant que créateur, et là, il y a un champ infini de possibilités, mais qui nous appartient de découvrir. Donc, on est excessif. Pour moi, la liberté, c'est ça. Ce n'est pas la liberté de dire je fais ce que je veux. Tout ça, c'est encore très déterministe, puisque ça fait partie de nos conditionnements. Mais la liberté d'aller au-delà de nous-mêmes, c'est une faculté qu'on a. Il y a des gens qui le prouvent sur la Terre, il y a des gens qui, quand même, on fait un chemin de vie. Mais en fait, c'est la question. Je parlais avec justement un philosophe, et lui, sa grande question, c'était comment ouvrir ce champ, cette question dans chaque ado, parce que en fin de compte on peut être des fois, et moi je sais parce que je l'ai été, la tête dans le seau, où notre réalité est tellement prenante, prégnante, qu'il n'y a pas la place pour ce questionnement et ce chemin vers soi, quoi. Donc alors je pourrais répondre à ça d'abord sur le plan biologique et neuronal. C'est que, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a des cerveaux automatiques dans lesquels on a plein d'apprentissages. Et ces cerveaux ont bien sûr des capacités fantastiques puisque ça permet d'aller rapidement, d'être efficient, d'avoir des réponses immédiates, etc. Mais c'est un cerveau qui est très limité dans son ouverture au monde
parce qu'il n'est pas curieux, parce qu'il ne s'adapte pas. C'est un cerveau où plutôt on apprend des routines, des habitudes, des certitudes, où quelque part on est assez simpliste dans nos décisions. Et c'est très utile pour s'arrêter au feu rouge, il vaut mieux être rigide, simpliste et redémarrer au feu vert. Hein. Ah, ça c'est un message pour mon cycliste de tout à l'heure. Et donc, mais ce cerveau est très limité, enfin il est très limité, il a des capacités gigantesques de compétences et d'amoncellement de compétences, toutefois il n'a pas cette capacité en tant qu'observateur de l'inconnu, hein, en tant que monde curieux qui va essayer de découvrir d'autres mondes. Hein. Et c'est un peu... C'est là la liberté pour moi. La liberté, c'est d'ouvrir sa curiosité à ce qu'on ne connaît pas, à s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas. Si vous allez dans un restaurant, eh bien, on mange... Il y a des choses qu'on mange habituellement, et puis découvrir des nouveaux mets. Hein, ça nécessite une ouverture, une curiosité. Oui, mais ça nécessite aussi une envie. Comment si je suis dans des croyances que le monde est comme ça, dur, ainsi que le monde est une jungle dans laquelle il faut que je me batte, et du coup, je suis peut-être dans de la violence, ou peu importe les croyances qu'on peut avoir. Comment, à un moment, on peut prendre conscience qu'on est justement dans des croyances? Parce que je crois que beaucoup de gens prennent leur vérité pour une vérité. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes pour tout d'un coup sortir la tête, prendre une vue d'hélicoptère, quoi, et se voir et se dire « Ah, mais je suis dans une croyance limitante » ou il y a des méthodologies pour en prendre conscience? La méthode, je l'ai utilisée tout à l'heure avec vous. Oh à mes dépens ou Non, c'est précisément si vous êtes, je dirais, accroché à quelque chose, à une pensée. Ah, c'est chercher d'autres points de vue. À chercher d'autres regards. Ouais. Que penserait votre boucher sur cette situation? Que penserait... il prendrait son couteau et il me couperait ce cycliste en 4 morceaux. Peut-être. Que penserait Mère Teresa? Que penserait... Elle ferait un câlin. Voilà. Et donc, se mettre à la place d'un autre. Une deuxième façon de faire, c'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure, c'est trouver un avantage. D'accord. Et lorsque... Je le fais régulièrement, moi je donne beaucoup de conférences, et dans les conférences, je dis à un certain moment aux gens, voilà, vous avez 1 minute pour réfléchir à quelque chose qui vous énerve profondément, régulièrement. Ça peut être les embouteillages, ça peut être un enfant qui est tout le temps en retard, ça peut être un conjoint qui ceci, un collègue de bureau, peu importe quoi. Pensez profondément à une situation. Et voyez bien les inconvénients que ça vous entraîne. D'accord. Et puis, pendant 1 minute. Et puis, je leur demande, maintenant, si vous analysez ce qu'il y a derrière cet énervement, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas l'irrespect, l'inharmonie, l'irresponsabilité, la lâcheté, la mauvaise foi, l'injustice, enfin, l'inefficacité, enfin, il y a 1000 mots qui sont derrière qui font que vous réagissez. Et alors je leur demande, alors ils disent, bon oui, je vois ce que c'est. Et puis je leur demande de trouver 2 avantages à la situation. Et c'est là que vous voyez que, alors vous voyez les gens, une fois ils font ceci. Comme pour dire, mais enfin, ça n'existe pas. Mais comme je leur demande de le trouver, à un certain moment, comme ça ne se trouve pas dans le registre de leurs automatismes, faut qu'ils imaginent. Ils doivent aller le chercher ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le mode préfrontal, l'intuition, la créativité. Et en faisant ça, il y a un changement. Il y a des changements neuronaux, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et bien, elle vous change une personne par ce genre d'exercice. Et donc, nous, on voit les résultats. Alors, j'aime bien que vous me parliez d'éducation, parce que j'ai créé une fondation en Belgique, et on s'occupe depuis 4 ans d'insuffler toutes ces connaissances aux enseignants. Et donc, chaque année, nous formons à peu près 800 enseignants à ces connaissances. En France aussi, hein? Non, pas encore. Pas encore. Mais dépêchez-vous, mais... Tout le monde me les demande, mais pourquoi pas? Nous aussi, on en veut. Dès que je trouverai des fondations qui sont prêtes à le faire, je donne tout ce savoir sans problème. Et donc,
avec des résultats exceptionnels en Belgique, dans les classes, dans les écoles, dans les changements. Et au fond, qu'est-ce que font alors les professeurs avec les étudiants? Au lieu de corriger en haut et dire ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est vrai, non, c'est faire de la maïeutique. Tiens, pourquoi est-ce que tu as répondu ça? Et alors, comprendre son cheminement. Comprendre le cheminement. C'est le process qui compte, c'est pas le résultat. On est toujours axé sur le résultat. Mais dans les entreprises aussi, on est axé sur le résultat. Mais le résultat, ce n'est toujours que le résultat et là, de quelque chose, d'un process. Puis on revient à nos plaisirs épigénétiques. Exactement. Et on revient à notre plaisir. Du coup, si on n'est pas complètement focalisé sur ce résultat et qu'on est dans le process, on peut recommencer, jusqu'à ce qu'on réussisse d'ailleurs. Ouais. Et alors c'est là qu'on se bonifie, qu'on s'améliore et qu'on trouve du plaisir, qu'on devient pédagogue, qu'on devient Edison aussi. Edison qui disait qu'il a échoué, je ne sais plus, 9999 fois avant de réussir. Il a même mis ses meubles dans... il a volé tous ses meubles pour garder la chaleur. Hein. Vous ne savez pas ça peut-être. Mais... peut-être que c'est ce qui nous manque en France, cette culture de... Pas de l'échec, mais on n'est pas obligé de réussir, qu'on peut apprendre de nos erreurs. C'est-à-dire que ce qui manque en France, parce que moi je vois, parce que je suis belge, et c'est vrai que ça s'exprime fort en France, bon, en Belgique aussi, mais beaucoup moins, c'est l'obligation de la réussite et la peur de l'échec. Et ça vous voue à l'échec. Parce que la peur de l'échec, en fait, contribue à avoir peur, et donc, quand on a peur, forcément le cerveau il est stressé, donc quelque part on a beaucoup moins de créativité. Et cette peur de l'échec engendre l'échec. On le fait beaucoup d'ailleurs avec des étudiants en Belgique, on les coach pendant à peu près 1h30. Les jeunes qui ont peur de l'échec aux examens, malgré qu'ils connaissent leur matière, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les fait travailler en leur demandant de trouver 15 inconvénients à la réussite et 15 avantages à l'échec. Donc c'est vraiment sortir des croyances, pour inverser la façon de penser. Et ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'il y a un petit travail qui se fait en même temps. Eh bien, ces étudiants viennent nous dire après, eh bien je suis beaucoup plus calme, je suis tout à fait serein aux examens, et si je ne réussis pas, ce n'est pas grave, mais c'est parce qu'ils pensent comme ça qu'ils réussissent, parce qu'ils sont sereins. Et la sérénité est préfrontale. La sérénité, ça fait partie du mode de l'intelligence adaptative. Et ça vous donne à ce moment-là toutes les capacités, l'intuition, la créativité pour répondre aux questions. Et on est dans la sérénité la plus complète pour résoudre des problèmes complexes. Ah oui, non, c'est un trésor. Un trésor. En fait, ça me fait penser au bonheur et à la réussite, justement. Souvent, alors il y a les études, c'est marrant parce que j'étais avec un scientifique juste avant qui disait qu'on base tout sur les études, mais il y a des études qui montrent que c'est plutôt parce qu'on est heureux qu'on réussit plutôt que la réussite qui nous rend heureux. Et ça me fait penser à ça, ce que vous dites. Mais c'est ça, hein, on dit souvent, enfin moi je dis ça souvent dans mes conférences, il y a des gens qui disent, quand je réussirai, je serai calme. Alors que c'est parce qu'on est calme qu'on réussit, c'est vraiment ça. Hein. Et il faut inverser la façon de penser. C'est le calme qui engendre la connaissance, la sérénité. Merci beaucoup.